assez rare quand même, mais très, très grave, la méningite. Bonjour, Marquis. Bonjour, Marie-Claude. Un petit party de méningite, peut-être? C'est quoi cette histoire-là? Dans mon jeune âge, effectivement, la varicelle était considérée comme une maladie tellement bénigne qu'on disait, bien, tant qu'on va en finir, s'il y en a dans la communauté, on va mettre les enfants ensemble. Il faut quand même faire attention. On parle de méningite ce matin. Ça peut causer la méningite. Ça peut causer aussi des encéphalites, les varicelles aussi. Effectivement, il faut aussi bien d'être prudent. Ouais. La myopie, juste quelques mots là-dessus, ça vous étonne, vous, que... Non, ça ne m'étonne pas, parce que la myopie est un problème, en fait, qui est relié à la taille du globe oculaire et le potentiel d'accommodation. Et plus on fait accommoder, effectivement, le globe oculaire en regardant de loin, en regardant de près, probablement qu'il y a une adaptation qui se fait au niveau du globe oculaire. C'est intéressant comme je trouve, remarque, mais pourtant, Dieu sait qu'on a joué dehors quand on était petit. Oui, puis moi, je suis myope comme une oui, taupe. moi aussi, moi aussi. Incroyable. Alors, donc, ce matin, méningite, on va commencer par parler, dans quelques mots, de la situation ici au Québec et au Canada. Il y a une adolescente de Québec qui en est morte au printemps. Est-ce qu'on doit se préoccuper? Disons, écoutez, c'est des occurrences. Il y a eu 15 cas de méningite et on va dire tout de suite que c'était une méningite de type B. C'est une méningite pour laquelle il n'y a pas de vaccin qui est actuellement en cours avec les enfants. Donc, ça, c'est la première chose. Les occurrences de méningite comme ça vont survenir disons, c'est variable, ça peut être, il y a un cycle de 4, 5, 10 ans, des fois 15 ans, où on va retrouver des cas, un peu plus de cas. Et on se souvient qu'au début des années 2000, il y avait eu une éclosion un peu plus importante, je crois, dans la région de Montérégie et tout ça. On ne parle pas vraiment d'épidémie, on parle vraiment de cas... D'occurrence un peu plus... présence. C'est ça, effectivement. C'est sûr, ce qui rend la chose tragique, c'est le décès effectivement d'une adolescente dans la région de Québec. D'ailleurs, une grosse proportion des cas s'étaient produits dans la région de Québec. Oui. Il y a, bon, disons, la méningite, il y en a tous les ans. Il y a un certain nombre de cas. On pense que c'est autour de 1 cas sur 100 000 enfants qui vont être atteints par année d'une méningite. Oui, parce qu'on va découvrir, dans le fond, que les microbes, je veux dire, les bactéries, on en est peut-être même plusieurs porteurs, mais sans que ça déclenche la maladie. Est-ce que je me trompe? Non, c'est un fait, on va y effectivement. revenir, c'est ça, oui, tout à fait. Pour l'instant, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui se passe dans notre corps, dans nos méninges, quand on fait une méningite. On a une image, je pense qu'on a une image du cerveau qui va nous démontrer un peu qu'est-ce que c'est les méninges. Les méninges, en fait, c'est 3 couches de tissu qui recouvre et protège le cerveau. Cette protection-là est importante pour justement limiter les toxines ou limiter les bactéries, limiter les virus qui peuvent arriver au niveau du cerveau. Alors, 3 couches. Il y a une couche qui s'appelle l'arachnoïde. C'est un peu comme une toile d'araignée. Il y a une fonction immunitaire. Il y a des cellules immunitaires qui protègent. La pimère et la durmère. La durmère, imaginons donc une espèce de casque de bain qui recouvre l'ensemble du cerveau et l'ensemble aussi de toute la structure de la moelle épinière jusqu'au bas de la colonne vertébrale. Est-ce que c'est dur ou mou, une durmère? Une durmère, en fait, c'est vraiment, quand je vous parle d'un casque de bain, ça a un peu la consistance d'un casque de bain, mais peut-être en moins caoutchouteux. Alors, essentiellement, donc, ça recouvre l'ensemble de ces structures-là. Quand il se produit une méningite, en fait, il se produit soit un virus, soit une bactérie, soit même des fois, dans certains cas, une toxine qui peut aller provoquer une réaction inflammatoire entre mon casque de bain, donc la durmère, et la surface du cerveau. Alors, il va se produire une enflure à ce moment-là. Et quand on parle de méningite, tout ce qui est en hit, c'est inflammation et infection. N'est-ce pas? Et il y a 2 types de méningite. Il y a la virale, dont on peut dire quelques mots, qui est quand même... Oui, tout à fait. Ben, en fait, il y a les méningites virales qui sont en général moins virulentes, moins importante pour la majorité. Je mentionnais tantôt que la varicelle peut causer une méningite. Les virus courants, certains virus courants peuvent aussi donner une méningite qui va ressembler un peu à une grippe. Ça va commencer le nez qui coule, ces choses-là. De la température, beaucoup. Toujours dans toutes les méningites, beaucoup de céphalées, de mal de tête, intense, prostration, fatigabilité. Vomissement dans certains cas. Oui, difficulté à se mouvoir parce qu'un des signes caractéristique de la méningite, un des signes cliniques caractéristiques, c'est ce qu'on appelle la rigidité ou la raideur de la nuque. Alors, lorsqu'on examine, par exemple, en position couchée, soit un enfant ou un adulte, le fait de mobiliser la colonne vertébrale, le fait de mobiliser la colonne cervicale
va causer une réaction intense. Et on va voir aussi, je me souviens d'un enfant où en levant la tête, une partie du corps qui lève en même temps. Donc, c'est un des signes assez caractéristiques de la méningite. Qu'elle soit virale ou bactérienne? Qu'elle soit virale ou bactérienne. Bon. Et la bactérienne est pas mal plus dangereuse. Les bactéries, les méningites bactériennes, il y a plusieurs types de bactéries qui peuvent donner ça. Le pneumocoque peut donner ça. L'hémophilus influenza peut donner ça. Et il y a naturellement les méningocoques, et on va s'attarder beaucoup aux méningocoques. La listeria aussi. L'histériose, oui. Et on parle aussi chez les gens, par exemple, qui ont une immunité basse. On pense toujours que la méningite, c'est les enfants, mais il y a beaucoup d'adultes qui peuvent être atteints d'une méningite dans le décours d'une autre maladie. Par exemple, si on pense aux maladies auto-immunes ou si on pense aux maladies, par exemple, comme le sida, qui diminue l'immunité des individus. Les gens qui sont traités pour un cancer peuvent avoir des méningites extrêmement sévères aussi, avec des micro-organismes plutôt rares, le cryptocoque, le candida, le champignon, par exemple, ou toute autre bactérie beaucoup plus rare. OK. Mais là, comme vous disiez, on va se concentrer ce matin pour les besoins de la chronique sur la méningocoque. Méningocoque, oui. Bon. La méningite à méningocoque. Depuis, je crois, 1999, dans la cédule de vaccination des bébés maintenant, on a un vaccin pour les méningites, surtout de type C. Alors, il y a plusieurs types de méningocoques, les A, B, C. Il y a aussi, il y a d'autres formes, je ne me souviens pas du nombre, je pense autour de 13 ou 15 souches différentes. Ces souches-là sont prévalentes, dépendant du pays, vont être prévalentes dans différents pays. Par exemple, ici au Canada, les méningites les plus fréquentes, c'est le groupe B et le groupe C. Et le vaccin qu'on donne, c'est un vaccin polyvalent pour l'ensemble, pour un ensemble de méningites du groupe C. Il n'existe pas de vaccin du groupe B. C'est pas très pratique, vu que ce sont les cas qu'on a vus à Québec. Effectivement. Je dirais oui, mais maintenant, ça nous dit aussi qu'on a fait diminuer considérablement depuis la vaccination contre le pneumocoque chez les enfants, contre l'hémophilus influenza et contre le méningocoque de type C. L'incidence des méningites a diminué de façon très considérable si on compare, par exemple, aux années 50, où c'était une maladie qui était extrêmement fréquente et la plupart du temps mortelle. Oui. Une maladie, on disait, plus fréquente chez l'enfant, chez le bébé, chez l'enfant. Oui. Est-ce que je peux vous demander de dire aux parents en ce moment quoi surveiller dans les premiers moments? Parce qu'une petite fièvre de bébé, on le sait, il y a beaucoup d'enfants qui vont faire une petite fièvre. Souvent, ça peut être vraiment pas très grave, c'est passager. Est-ce que la mère à la maison peut vraiment voir la raideur de la nuque facilement ou ça vient plus tard dans l'évolution de la maladie? C'est sûr que c'est un signe clinique, qui est assez pointu. Je ne dirais pas que c'est un signe qui, lorsqu'il n'est pas là, ne signifie pas qu'il y a une méningite là. Alors ça, c'est important. Je pense que donc, les enfants vont généralement faire de la fièvre, de façon assez intense, vont monter jusqu'à 40 facilement, fièvre qui est difficile à faire descendre. Ils vont avoir beaucoup de malaise, ils peuvent avoir des vomissements, ils vont avoir des maux de tête s'ils sont capables de se plaindre de maux de tête. Sinon, chez les enfants, chez les nourrissons, on voit par exemple des pleurs inconsidérés, des pleurs qui sont inconsolables et qui vont, par la suite, dans les heures qui vont suivre, les enfants vont s'épuiser d'une certaine manière et plutôt que pleurer d'une façon agitée, vont pleurer, vont geindre en fait. C'est des enfants qui vont tenter de ne pas trop bouger parce que plus ils bougent, plus ils ont de la douleur. L'air prostré aussi. J'avais vu une petite fille, moi, d'1 an comme ça, l'air complètement hébété. Là, En fait, ce qu'il faut surveiller, il faut surveiller la température, il faut surveiller l'état général de l'enfant. Mais disons que les méningites à méningocoque sont des infections qui se développent assez rapidement, sur une période de 12 heures. Je me souviens d'avoir vu un enfant qui avait été examiné par un médecin le matin avec un diagnostic d'infection des voies respiratoires. Et la mère me l'a amené vers 5h, 5h30 l'après-midi. Et c'était un enfant qui était prostré, qui ne bougeait pas dans ses bras. La seule chose qui bougeait, c'était ses yeux. Et d'emblée, quand j'ai vu rentrer cet enfant-là dans le bureau, j'étais pratiquement certain que c'était une méningite à méningocoque, ce qui s'est avéré. Oui. Les risques sont énormes. Là, on n'a pas encore parlé des risques si c'est pas pris à temps, si c'est pas traité. On peut devenir aveugle, on peut... Oui, tout à fait. En fait, les complications sont majeures. C'est sûr que si on a un cerveau qui est encastré dans un casque de bain et que ce cerveau-là ne peut pas s'expandre s'il y a une inflammation, il va y avoir vraiment des dommages neurologiques qui peuvent se faire, tant au niveau de l'audition, au niveau de la vision, au niveau de la cognition, tous les problèmes cognitifs. Alors, c'est sûr. Puis, naturellement, la complication la plus importante, il y a environ 15 des gens
ou des enfants atteints d'une méningite à méningocoque qui peuvent décéder s'ils ne sont pas vus dans les heures qui suivent et traités de façon énergique avec des antibiotiques. Il peut y avoir amputation aussi. Oui, bien disons, dans le cas de la méningite à méningocoque, si le méningocoque quitte les méninges et s'en va dans le sang, ça va donner des lésions, ça va donner des lésions bleutées au niveau du corps. Et ça aussi, ça évolue d'une façon très rapide. C'est comme s'il y avait des petites hémorragies partout. Et ça peut provoquer des occlusions au niveau des vaisseaux sanguins et donc de mener malheureusement à des amputations. Il reste un peu plus d'une minute pour parler de traitement. J'imagine évidemment antibiotiques, pas n'importe quelle sorte. Ça prend, j'imagine, quelque chose d'assez carabiné. Oui, bien, dans un premier temps, c'est sûr qu'il faut confirmer le diagnostic. Ça se fait par ponction lombaire. Contrairement à ce que les gens pensent, la ponction lombaire est quand même une épreuve diagnostique qui est relativement bénigne. Ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement douloureux. On va chercher un peu de liquide céphalorachidien et on fait l'examen. Dépendant du type de bactérie, oui, c'est un traitement énergique aux antibiotiques, repos au lit, réhydratation. Des fois, on a besoin de donner aussi des stéroïdes, de la cortisone pour améliorer les mécanismes de défense de l'individu. C'est nettement un traitement qui est intensif et qui se fait à l'hôpital. Bon, on a beaucoup parlé de la situation ici. Il nous reste une quarantaine de secondes pour voir ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'il y a encore pas mal de méningites dans certaines régions de l'Afrique. Oui, particulièrement en Afrique. Et si on regarde, par exemple, on a une carte où on va vous montrer, il y a une espèce de zone en Afrique. Une ceinture, oui. Une espèce, effectivement, ce qu'on appelle la ceinture de méningite, qui est dans la zone subsaharienne. Et vraiment, il y a une espèce de couloir là, où la méningite est extrêmement prévalente. Ce qui fait que les gens qui voyagent pour de longues périodes dans ces régions-là auraient peut-être avantage à avoir un vaccin, qui est un vaccin du méningocoque de type A, parce que c'est surtout la souche de type A qui intéresse l'Afrique et qui intéresse aussi, on pourrait voir la même chose aussi en Asie, on a cette même ceinture-là. Puis là, on va demander aux spécialistes de commencer à chercher le vaccin pour la baie. Oui. Merci beaucoup. Plaisir, Marie-Claude. Merci, bonne journée. Et on s'arrête maintenant tout de suite après Stéphanie Côté, notre nutritionniste.